cette première d'un petit déjeuner Quai Voltaire organisé par les agro-dirigeants. Première à 2 titres pour le format petit déjeuner, mais également pour le format à distance, puisque nous avons, a priori, me disait Delphine, 12 personnes à distance pour un peu moins dans la salle. Donc on fait carton plein avec la totalité des inscrits présents. Donc en cela, bienvenue. Donc petit déjeuner au cours duquel nous allons discuter de comment approcher au mieux la valorisation et la valeur des actifs immatériels. Et merci en cela à Jean-Michel Aspro et Eliane Tosoni-Pitoni de venir partager avec nous ce sujet. Je vous laisserai tout à l'heure vous présenter vous-même et votre parcours. Quelques mots peut-être sur Uniagro et Agro-Dirigeants. Donc Agro-Dirigeants est un groupe professionnel d'Uniagro qui a pour objectif, l'objectif premier de réseautage entre alumni agro occupant des positions de dirigeants. Donc objectif réseau et également objectif de partage de thématiques que nous avons en commun. Donc nous sommes 700 membres au sein d'Agro-Dirigeants, 400 membres sur la communauté LinkedIn. Nous organisons à peu près 10-12 événements par an. Grâce au support et à la dynamique d'une équipe d'animation, merci Delphine, grâce à la dynamique d'une équipe d'animation constituée de bénévoles, et nous souhaitons à chaque fois la bienvenue à toute nouvelle bonne volonté et tout nouveau bénévole. Donc une équipe de bénévoles qui tourne au cours du temps. Bien que nous soyons dirigeants, nous avons institué l'organisation plate et matricielle. Donc il n'y a pas de VP, il n'y a pas de secrétaire général, de bureau. On met tous la main à la pâte. Donc vous voyez, alors je n'ai pas mes lunettes pour voir l'écran là-bas, donc je suis obligé de me retourner. Donc Fatima Farage, donc nous sommes une équipe en transition actuellement. Donc l'objectif de ce groupe est également de mixer des personnes en transition ou en mobilité de carrière avec des personnes en poste pour créer justement cette dynamique de groupe. Donc Fatima Farage, direction marketing en B2B et B2C. Delphine Hermouette, direction marketing, programme et services en B2B essentiellement. Charles Parent, direction financière et direction opérationnelle. B2B, B2C, Nicolas Viard, fondateur d'AgroInnov, et un grand merci à Nicolas qui gère toute la technique de ce matin et qui nous permet d'avoir ce petit déjeuner en relief et à distance, et moi-même, donc Laurent Yannick, sur des fonctions de direction générale, transformation, innovation et nouveaux business en industrie alimentaire. Donc objectif d'Agro-Dirigeants, réseau par des conférences thématiques, 5 à 6 par an sur des thématiques telles que les nouvelles attentes des consommateurs pour l'organisation et l'impact sur l'organisation des filières alimentaires, les leviers de bon fonctionnement d'un comité de direction. Nous avons également des activités d'ateliers mobilité qui ont pour objectif de partager les projets de mobilité de chacun et de croiser nos réseaux et de faire des partages de réseaux pour être plus dynamique sur notre rebond, notre mobilité professionnelle. Et également une activité 2 à 3 fois par an de speed networking avec des cabinets de recrutement. Donc nous avons un réseau de cabinets de recrutement, middle et top management, et également avec d'autres alumni d'autres écoles, Sciences Po et les mines par exemple, qui nous permet quelque part de sortir de notre silo d'alumni agro et de partager les réseaux avec ces écoles, Sciences Po et les mines. Et merci à l'équipe agro-dirigeant. Je m'appelle donc Eliane Tosoni-Pitoni, j'ai une formation d'ingénieur agronome, PG 82, et de chercheur en biologie moléculaire. Et à 40 ans, j'ai repris des études et je me suis formée à la conduite des affaires grâce à un exécutif MBA. J'ai passé 25 ans dans l'industrie, 15 ans dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique et 10 ans dans l'agroalimentaire, dans 4 sociétés de tailles différentes, donc d'un grand groupe Danone pour ne pas le citer, jusqu'à une PME en passant par 2 ETI. J'ai passé 15 ans dans des comités de direction, j'ai exercé principalement des responsabilités de direction de projet, de développement de nouveaux produits, de portefeuille de projets stratégiques et de conduite de transformation. J'ai toujours été en transversal. Et en 2014, j'ai créé ma société de conseil Coalign en français, pour accompagner mes clients pour qu'ils réalisent efficacement les projets qui traduisent leur stratégie.
Et il y a un an, j'ai fait une très belle rencontre. Donc j'ai rencontré Jean-Michel Aspro et Xavier de Senneville qui est dans la salle. Et nous avons monté ensemble ASEN France pour accompagner les dirigeants de PME en tant que business mentor. On va vous en dire plus dans quelques minutes. Voilà, Jean-Michel. Alors, Jean-Michel Aspro, donc moi je ne suis pas agro, je ne sais pas si je peux me soigner, mais donc moi je suis Sciences Po Paris, j'ai fait un MBA et j'ai fait une carrière en gros dans la banque, dans la finance pendant quelques années. Et j'ai une passion pour la PME depuis pas mal d'années, parce que j'ai fait énormément de PME. Alors j'en ai acheté, j'en ai revendu, j'en ai géré, j'ai fait... voilà. Et dans cette carrière en PME pour moi c'est une boîte qui va de 30 à 120 personnes. Après pour moi c'est le l'ETI, un comité de direction, etc. J'aime bien quand comité de direction resserré, etc. Donc j'ai beaucoup travaillé dans ce milieu. Et il y a quelques années, je me suis dit, qu'est-ce que tu aurais aimé faire si au moment où tu étais opérationnel dans tes PME, il y a quelqu'un qui pouvait venir t'aider. Et je me suis dit, ce que j'aimerais faire, c'est quelqu'un s'occupe de l'entreprise et de moi-même. Et nous avons travaillé sur un nouveau métier qu'on est allé chercher au Canada, aux États-Unis, qui s'appelle le business mentoring. Et depuis, je fais ça parce que je trouve que ça a un vrai plus par rapport aux dirigeants de PME. Et c'est une vocation. Et on a rencontré, à travers cette vocation, des gens qui ont tous chez nous ce goût pour l'entreprise de taille moyenne, qui est pour moi le ferment de notre économie. Et j'espère que aujourd'hui vous comprendrez comment on travaille avec elle et en quoi l'actif immatériel est extrêmement important pour les PME. À toi. Ouais. Donc on va... Si tu peux passer la slide, Delphine. Merci. Donc juste 2 mots sur notre métier de business mentor. Ça passe ou pas? Ouais, c'est bon. Okay. Non, ça c'est bien. Bon, je ne vais pas attendre ma slide, je vais continuer. Donc on fait 2 choses principales. Donc on s'intéresse, comme le disait Jean-Michel, au dirigeant, à sa volonté de dirigeant, à ce qu'il veut faire de sa vie personnelle et professionnelle. C'est souvent très lié. Et ce n'est pas toujours explicite. Souvent on passe pas mal de temps à clarifier ça avec le dirigeant. Et on accorde la trajectoire de l'entreprise avec sa volonté de dirigeant. Et alors que souvent c'est l'inverse, c'est que l'entreprise vit sa vie, se développe avec les bons conseils de la BPI quelquefois. Et ce n'est pas forcément la volonté du dirigeant qui peut avoir envie de garder une entreprise petite, à taille humaine. Donc on travaille vraiment là-dessus en partant de la volonté du dirigeant. Et en parallèle, et on vous expliquera comment on est arrivé à ça, on accroît la valeur de la PME en s'intéressant surtout à ses actifs immatériels. Donc on fait les deux en parallèle. Alors nos principales forces pour aller vite, c'est qu'on pratique le business mentoring. La slide d'après, vous comprendrez mieux ce que c'est. On a chacun 30 ans d'expérience, des expériences très variées, des expertises différentes. Donc Jean-Michel plutôt la finance, Xavier plutôt l'industrie, moi plutôt les projets. Et on n'a pas que ça comme expertise, mais c'est les principales. Et on a également des partenariats sur lesquels on s'appuie pour différentes missions. Et nous avons développé des outils d'analyse, parce que notre méthode, notre approche est outillée, qui sont brevetés. On vous parlera tout à l'heure d'add value pour les actifs immatériels. Et on conçoit donc des plans d'action avec les dirigeants. C'est vraiment pour faire progresser l'entreprise en termes de performance et de valorisation. Alors, dans quel contexte on agit? Donc, développement et financement principalement, pas mal de redressement d'entreprise. Là, on a une belle histoire en cours avec une société proche de l'agroalimentaire. Proche de l'agroalimentaire. Pas mal de cessions et de reprises aussi, dans les transmissions. En fait, les dirigeants ont besoin de nous souvent à des moments clés dans la vie de leur entreprise, au moment où ils se posent beaucoup de questions et où ils se sentent seuls et pas forcément bien entourés. Donc c'est ces contextes-là, des contextes vraiment de transition. Alors, le business mentoring, comment le définir?
Enfin, moi, pour simplifier, je peux dire que c'est le meilleur du coach et du consultant. Le coach, il va s'intéresser au dirigeant lui-même, avec son histoire personnelle et faire révéler, enfin, vous connaissez la définition du coach, mais qui trouve lui-même ses propres solutions personnelles pour s'améliorer. Le consultant, il va s'intéresser à l'entreprise et aux résultats opérationnels de l'entreprise. Et nous, on navigue entre ces deux univers, c'est-à-dire qu'en fonction des moments, des phases de l'entreprise et des besoins de ces acteurs, on va être plutôt dans une démarche de coach ou plutôt de consultant. Voilà, enfin, on mixe les deux, donc c'est très singulier comme métier. Et on a deux objectifs, c'est vraiment la prise de valeur globale. Parce que si le dirigeant prend de la valeur, c'est aussi son entreprise prend aussi de la valeur. Alors pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont à Paris, on vous offrira un petit livret tout à l'heure. Et pour ceux qui ne sont pas à Paris, ils vont sur notre site et ils peuvent le télécharger, qui explique un petit peu quelles sont ces méthodes. On ne va pas y passer beaucoup de temps, mais si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger ce bouquin. Et à la fin du livre, il y a plusieurs histoires qui sont très intéressantes, enfin, des histoires vécues. Amusantes. Et amusantes. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on va faire ? Ce matin, on va travailler sur la valeur immatérielle de l'entreprise. On va travailler pour prendre conscience de cette valeur immatérielle, pourquoi il faut la prendre en compte. Après, on va parler des différentes pistes de calcul. Il y a beaucoup de méthodes, mais on va en prendre une ou deux et on va l'expliquer. Et on va parler des moments où le modèle de la prise de valeur est pertinent. Alors, il est pertinent pour nous, donc par rapport à la PME, par rapport à une expérience de la PME, dans 4 cas importants. Dans le cas de la fusion, pourquoi ? Parce que dans le cas de la fusion, l'analyse du capital immatériel permet de savoir et de connaître mieux nos forces et nos faiblesses. Donc quand on fusionne avec une boîte, il vaut mieux fusionner avec une boîte qui a des forces qui viennent renforcer nos faiblesses, et des faiblesses qui, à la limite, vont être annihilées par nos forces, plutôt que accentuer nos faiblesses ou n'accentuer nos forces, parce que le delta sera relativement faible. Donc le capital immatériel, il va nous permettre d'analyser les forces et faiblesses sur un certain nombre de critères qu'on verra tout à l'heure. La deuxième chose, c'est la cession, parce que dans la cession, on cherche où sont les valeurs, et le capital immatériel, le travail sur les actifs immatériels va nous permettre de réduire le risque. Il ne nous permet pas d'augmenter la valeur de manière extraordinaire, il nous permet de réduire le risque. Et pour ça, il va jouer sur ce qu'on appelle, on en parlera tout à l'heure, le multiplicateur. On a un multiplicateur, on dit on est EBITDA ou EBE multiplié par X. Le multiplicateur, c'est là-dessus qu'on va jouer avec les actifs immatériels. On va voir comment, en fait, on joue sur ce multiplicateur. Et enfin, dans l'entrée d'associés dans le capital, parce que ça permet de valoriser. Aujourd'hui, l'idée, c'est vous donner une première teinture. En 1 heure, on peut vous faire un cours sur les actifs immatériels, donner une teinture, vous initier au moyen de la piloter et de la connaître. Et puis, si vous avez des questions, c'est avec un grand plaisir qu'on y répondra. Voilà l'objectif. Les questions auront lieu à la fin de l'exposé. Pour les gens qui sont sur Internet, c'est plus facile. Alors, la valeur immatérielle de l'entreprise, on a rencontré ça comment ? C'est vraiment une rencontre, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire une rencontre ? Ça veut dire qu'on a travaillé avec beaucoup de dirigeants et on avait un outil de questionnement de 260 questions sur Excel. On posait plein de questions et on essayait d'approcher, en fait, la valeur immatérielle de l'entreprise à partir de ce outil de questionnement. Et puis, on s'est aperçu que les dirigeants de PME se posent plein de problèmes. Exemple, encore ce matin, j'ai une marque, je la mets où ? Mes comptables veulent pas que j'utilise ma marque. Alors j'ai une vraie marque, qu'elle est connue, qu'elle est reconnue, que je suis en grande distribution, que je suis avec un certain nombre de clients. On ne peut pas la valoriser. Pourquoi je ne peux pas valoriser, mettre ma marque ? Quelle est la valeur de cette marque et comment je peux m'en servir ? Mais on a eu d'autres cas. On peut avoir aussi des gens qui vous posent la question sur leur savoir-faire. Ils ont des savoir-faire, mais alors je veux dire, oui, mais j'ai pas fait de crédit impôt recherche, j'ai pas fait de crédit impôt innovation, je sais pas trop, je les ai pas écrits. Où sont mes savoir-faire ? Tout ça, c'est de la valeur immatérielle. Qu'est-ce que la valeur immatérielle ? C'est ce que je vais appeler les valeurs non solides. Alors, on peut avoir des valeurs... Vous êtes ingénieur agro, donc on va se marrer avec ça. On peut avoir des valeurs solides, liquides ou gazeuses. Donc, on va dire que les valeurs solides, on connaît tout ça. C'est les camions, les usines, les machines, ça, on maîtrise bien.
Après, ça va être un peu plus compliqué quand on va parler de valeur gazeuse ou de valeur liquide, et on va voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce matin? On va voir qu'est-ce que la valeur immatérielle de l'entreprise, comment je la prends en compte, je veux dire clairement. Ensuite, comment je vais la mesurer. En PME, parce que pour nous, on parle de ce qu'on connaît, donc on va parler d'abord de la PME. Qu'est-ce que ça veut dire? Et enfin, est-ce que j'ai un outil, est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il y a des outils de mesure dédiés et comment je les utilise? Et enfin, ce dont on s'aperçoit finalement, c'est que la valeur immatérielle, qu'est-ce que c'est? C'est finalement l'analyse de tous les points qui viennent de manière diffuse augmenter la performance. Donc si je travaille sur ma valeur immatérielle, j'augmente ma performance. Tiens, donc ça veut dire qu'il y a un lien entre le gazeux, le liquide et le solide, puisque la performance, je vais l'améliorer par toutes ces choses-là. Donc en fait, non seulement la valeur immatérielle, c'est intéressant par rapport à ce que ça apporte à la valeur réelle de l'entreprise, entre guillemets comptable, mais aussi parce que c'est intéressant, parce que ça va apporter une espèce d'amélioration permanente en travaillant sur ces outils de valeur immatérielle. Alors, aujourd'hui, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on est dans un univers où la rentabilité classique est un peu mise à mal, hein, quand on s'aperçoit de la valeur de certaines sociétés aujourd'hui. Hein, je ne vais pas reprendre les GAFA, mais on peut prendre n'importe laquelle. On peut prendre LVMH, on s'aperçoit que la marque, c'est quand même des valeurs, le savoir-faire, l'image, hein, parce que quand on achète du Louis Vuitton, on achète un peu la France, donc c'est une valeur extrêmement gazeuse. Hein. En fait, la valeur, elle est énormément liée à l'immatériel. Et vous le savez, parce que dans votre métier, la marque est extrêmement importante. Donc, la marque, la confiance que vous avez avec le consommateur à travers vos produits, c'est évidemment un lien important et qui a une valeur. Donc, premier point, la question c'est, la rentabilité actuelle, je la connais, hein, j'ai un compte de résultat, mais d'où proviendra ma valeur future? Et en fait, on s'aperçoit que la compta aujourd'hui, alors elle passe sous silence, on peut dire, même s'il y a quand même des approches intéressantes, hein, on travaille avec les cabinets comptables sur ces approches-là, sur lequel la compta ne travaille pas sur les processus de création de valeur, elle travaille sur la constatation de la valeur. Donc elle ne va pas par exemple, si j'ai pas de salarié, je n'ai pas de client, hein, je meurs. C'est un peu débile de dire ça, mais sur le fond, comment ça se mesure ça? Comment je mesure la satisfaction de mes salariés, comment je mesure qu'ils sont adéquats au poste, etc. et mes clients, c'est-à-dire comment je mesure tout ça. En fait, le financier, et ça a été difficile pour moi parce que je venais d'un univers vachement financier, les finances ne sont pas la source de la création de richesse, mais c'est le résultat. Donc on doit travailler sur la source, et c'est là qu'on va travailler sur l'actif immatériel. D'accord ? La première chose, c'est se dire qu'est-ce qui contribue à créer de la valeur, et comment est-ce que je vais travailler sur ces outils, sur ces différents points qui contribuent à créer de la valeur. Alors, la première chose sur laquelle je vais me focaliser, c'est ce que je vais appeler les sources de création de richesse. D'accord ? C'est-à-dire la qualité de ces sources de création de richesse et leur solidité. Et là, il faut rendre hommage à quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, qui est un agro aussi, je crois. Un agro, Nancy 83. Voilà. Qui s'appelle Alain Fustec, qui a écrit un bouquin qui est vraiment très intéressant sur la valeur immatérielle, qui travaille sur la valeur immatérielle depuis très longtemps et qui a fait un rapport auprès du ministère des Finances sur cet outil-là. Et c'est vrai qu'il dit, et il a raison, arrêtons de nous focalisons-nous sur les sources de création de richesse. Et c'est autour de ce travail-là qu'on va mettre en place tous les systèmes et les outils qui nous permettent de mesurer la valeur immatérielle. Et plutôt que de mesurer la valeur passée, on va mesurer les facteurs de production, ceux qui sont intacts, ceux qui doivent être améliorés, ceux qui sont passés sous silence, pour que je puisse améliorer ma valeur future. Et c'est là-dessus qu'on va travailler, et c'est là-dessus qu'on va essayer de mettre l'accent quand on travaille sur la valeur immatérielle d'une entreprise. Alors comment on fait ? En fait, la première chose, c'est qu'on doit être d'accord sur le fait que les actifs, ils sont de nature différente. On est d'accord que les actifs solides, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les usines, les machines, les camions, voilà, donc ça c'est les actifs solides. Ça, la compta, elle maîtrise bien, hein. On les met, on les amortit, c'est bon, je maîtrise. Les logiciels, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, à peu près, je vois. D'autres sont liquides.
c'est les brevets, les savoir-faire explicites. Il y a des gens qui ont breveté. Hein, on a aujourd'hui, grâce au CIR, des possibilités de breveter de l'innovation. On a de l'innovation, on a un crédit innovation, on a un crédit, certes recherche, on a aussi un crédit innovation. Souvent, on n'y pense pas, mais ça existe. Et l'innovation, c'est quand même là qu'on va travailler sur les savoir-faire et les process. C'est là qu'on va les écrire, et souvent on a des process innovants. Là, on travaille avec une société récemment dont le problème c'était qu'elle avait un emballage pour un fromage assez connu, et que cet emballage, il avait 2 composants, et que ces 2 composants, le problème c'est d'arriver aujourd'hui à valoriser les 2 composants qui sont différents, entre guillemets, plastique et carton. Donc, comment je fais ? Il a fallu inventer un savoir-faire, un process qui permette que la ménagère ou le ménager, excuse-moi parce que je dis la ménagère en ce moment, je suis mal, donc le ménager puisse déchirer en fait le carton, hein, et mettre le carton dans la poubelle carton et le plastique dans la poubelle plastique. Ils avaient un savoir-faire, ils savaient le faire. Sauf que comme ils n'avaient pas breveté, comme ils n'avaient pas travaillé sur, je dirais, ce savoir-faire explicite, globalement, ils n'ont pas utilisé cette valeur, qui était pourtant une valeur de recherche, une valeur immatérielle forte, parce qu'ils ont fait des machines, ils ont fait un process pour le faire. La deuxième chose, c'est alors les choses que je vais appeler gazeuses. Alors ça fait toujours marrer tout le monde quand je dis que c'est gazeux. C'est quoi ? Globalement, le management, c'est gazeux. Je suis désolé, mais j'arrive pas à dire que le management, c'est quelque chose d'extrêmement rationnel. Alors peut-être que je ne suis pas ingénieur, je suis désolé, mais ça doit être un manque de capacité théorique. Mais pour moi, le management, il y a des process, effectivement, il y a des comités de direction, mais il y a aussi toute une façon de gérer les gens, de les entraîner, qui n'est pas que réductible à des équations. Il y a l'histoire aussi. Les PME, elles ont une histoire, d'accord ? Et cette histoire-là, je veux dire, globalement, c'est un vrai actif immatériel. Et si on ne se rend pas compte de l'importance de l'histoire à l'intérieur d'une PME, parce que c'est là, derrière, vous allez avoir une marque, globalement, pour un comptable, l'histoire, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais pour un patron d'entreprise qui est dans sa PME et que la PME a 100 ans, et on a un certain nombre de PME, il y en a une notamment, on va fêter ses 100 ans cette année, ouais. Je veux dire, ça veut dire quelque chose 100 ans. Ça veut dire un poids d'histoire, un poids de savoir-faire, et ça aussi c'est actifs immatériels. Alors, est-ce qu'on les valorise, est-ce qu'on les valorise pas ? On verra tout à l'heure, mais en tout cas, il faut en tenir compte dans, je dirais, la fidélité des employés, le bassin d'emploi. Parce que c'est une boîte qui a 100 ans dans un bassin d'emploi ou dans un endroit, elle va fidéliser des familles, elle va fidéliser des gens, il y a tout un réseau autour d'elle, et ça a de la valeur. Et aujourd'hui, malheureusement, on passe un peu à côté de tout ça. Donc c'est ce que j'appelle les actifs gazeux, qui existent et qui sont quand même très importants pour valoriser une entreprise. Il y a les savoir-faire implicites aussi. Exactement. Parce qu'on parlait des savoir-faire explicites qui étaient plutôt liquides, ceux qu'on peut écrire, mettre dans un crédit innovation. Mais il y a des savoir-faire implicites qui ne sont pas du tout décrits, mis en avant et valorisés de fait. Absolument. Et ça, on le voit beaucoup dans les entreprises, c'est-à-dire qu'ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils ont des savoir-faire très rares. Travailler sur les savoir-faire, c'est aussi un des points qui va permettre de connaître les actifs immatériels. Trop souvent, les savoir-faire, on les oublie, on les écrit pas, on les laisse porter par 2 ou 3 personnes importantes, et quand elles s'en vont, on a tué le trésor national, comme disaient les Japonais. Et je veux dire, et ça, c'est quand même très important de les écrire. Donc, effectivement, les savoir-faire, il faut... Alors, je ne vais pas faire une histoire de l'économie globale, mais je veux dire que ce qui est amusant, c'est que cette notion-là, elle apparaît dans les années 90. Pourquoi ? Parce que dans les années 90, on a de plus en plus d'entreprises qui font de l'informatique, qui sont dans la valeur, je dirais, différente qu'une valeur purement industrielle. On est sur des postes industriels, donc il y a du service, il y a des tas de choses, et donc on va se poser des questions. Les premiers à se poser des questions, c'est les assureurs. Scandia, c'est des camions, mais c'est aussi un assureur. Et c'est deux chercheurs qui se disent, il y a un pilotage de l'immatériel qui doit exister, et précisément, ils vont travailler sur le capital intellectuel. C'est-à-dire, en gros, une entreprise, quand je suis en face d'une entreprise, j'ai un capital intellectuel. Comment est-ce que je mesure ce capital intellectuel ? Alors ça va être assez limité, mais c'est une première
un premier pas. À cette époque-là, moi je travaille à l'époque dans le groupe des caisses d'épargne et je rencontre quelqu'un qui travaille sur les balbutiements de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. On verra qu'il y a une différence entre la responsabilité sociale des entreprises et les valeurs immatérielles. Je pense que peut-être il y aura des questions là-dessus. Mais c'est quand même, quelque part, les mêmes logiques. C'est-à-dire, comment est-ce que je mesure des choses qui ne sont pas a priori mesurables. D'accord ? Et on va, avec des gens comme Geneviève Ferron, on va commencer à travailler sur ces outils-là. Geneviève qui aujourd'hui travaille justement dans la partie RSE, responsabilité sociale des entreprises. En 2006, donc, un de vos agros produit un ouvrage que je trouve excellent qui s'appelle Le capital immatériel, valoriser le capital immatériel. Lisez-le, c'est très intéressant. Et il va travailler aussi avec le ministère de l'économie et des finances qui dit mais c'est vrai, les valeurs immatérielles, ça veut dire quelque chose. Donc comment est-ce que on va pouvoir rendre ça palpable, visuel, et la direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances produit ce qu'on appelle un thésaurus. Un thésaurus qui est un gros document, alors avec à l'intérieur un tas de classes, de sous-classes, etc., mais qui est fondamental et qui est extrêmement intéressant, qui est adapté aux grosses boîtes, mais qui nous permet déjà de comprendre où sont les différents points qui permettent de valoriser l'immatériel. Le thésaurus, il est disponible sur Internet, allez-y, c'est très intéressant, et vous allez voir comment, donc sur le site du ministère de l'économie et des finances, comment tout ça, ça fonctionne. C'est très intéressant de regarder tous les points qui ont été vus. Le ministère des Finances lance ou aide à lancer le site Cap Immatériel, qui est un site intéressant, là aussi, sur lequel vous allez comprendre tout ce qui concerne le capital immatériel, les réflexions sur le capital immatériel, comment on le calcule, etc. Donc, c'est une démarche qui est intéressante, innovante, mais qui a du mal à se déployer. Pourquoi elle a du mal à se déployer ? D'abord parce que, fondamentalement, tous les comptables ne sont pas trop d'accord avec ce que c'est que l'actif immatériel. Ils disent, mais attendez, vous me parlez de trucs liquides et gazeux, mais vous plaisantez. Enfin, je veux dire, soyons clairs, monsieur, soyez un peu réaliste. Oui, alors, mais pourquoi, monsieur le comptable, y a-t-il une survaleur entre la valeur auquel l'entreprise, vous l'avez calculée, et puis la valeur auquel elle l'a achetée? Pourquoi il y a une différence? C'est le goodwill. Amen. Donc voilà, donc il y a du goodwill, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, nous, on crée en 2019, en 2018-2019, on a créé un outil qui s'appelle AddValue, et qui lui est un outil qui, concrètement, va rentrer à partir de ces questions, les 260 questions dont on parlait tout à l'heure, qu'on a essayé de travailler avec un algorithme, et avec une société qui produit des algorithmes qui est basée en Israël, on a essayé de trouver des systèmes qui permettent de calculer la valeur immatérielle, ou du moins de nous donner une approche de la valeur immatérielle d'une entreprise. D'accord ? Ce que tu n'as pas dit tout à l'heure, on peut rajouter, c'est Alan Fustek, dans son livre, il a quand même réalisé qu'il y a 2/3 de la valeur, en moyenne, 2/3 de la valeur des PME immatérielles. Donc la valeur immatérielle représente 2/3 des valeurs des PME. C'est un chiffre qui est important à avoir en tête. On en parlera plus en détail tout à l'heure, on a quelques slides là-dessus. Ouais. Alors, quelques balises économiques rapidement. Donc, si vous voulez, il y a un travail qui est fait par toutes les années par une banque assez connue en France et qui travaille sur l'évaluation des actifs immatériels. Et elle nous dit aujourd'hui que dans une entreprise, 14 à 88% de la valeur de l'entreprise repose sur l'évaluation de ces actifs immatériels. On verra quels sont ces actifs immatériels, et puis vous avez ça par type d'industrie. On voit que l'industrie agroalimentaire, il y a une importance non négligeable de la valeur des actifs immatériels à l'intérieur de ce secteur. Donc, et vous voyez, en fait, dans ces chiffres, vous avez en fait la part de l'immatériel, le poids de l'immatériel sur le poids des actifs corporels, et on voit qu'il y a certains secteurs où le poids de l'immatériel est extrêmement important par rapport aux actifs corporels. La deuxième chose qui est importante et qui apparaît dans ces balises, je vous laisserai regarder dans le détail, le but c'est pas de faire énormément de chiffres aujourd'hui, c'est que quand effectivement les entreprises font apparaître les marques, un certain nombre de choses à leur bilan, elles les sous-valorisent. C'est-à-dire beaucoup d'entreprises, beaucoup de types d'entreprises
sous-valorisent leurs actifs immatériels. Non seulement elles ne les valorisent pas toutes, mais en plus, quand elles les valorisent, elles ne sont pas justement valorisées. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que plus on va descendre dans la granulométrie, c'est-à-dire plus on va aller de la grosse boîte à la PME, plus exactement, moins les actifs immatériels seront correctement évalués. Pourquoi? Parce qu'on reste en PME encore sur une approche traditionnelle et que donc ce qui est travaillé par des grands groupes, je prends LVMH, je prends sans doute Danone que je ne connais pas, mais ça, ils doivent le faire aussi, mais je prends un certain nombre bon, je veux dire, ce que moi, tout ça, je ne le vois pas en PME. En PME, on a une habitude de travailler sur des process comptables classiques, et quand on parle de valeur, on ne travaille pas, ou très peu, sur la valeur immatérielle. Bien qu'on la ressente, très profondément. C'est l'endroit où je la ressens sans doute le plus profondément, on va en parler le plus possible, mais c'est l'endroit où c'est le moins exprimé. Donc c'est assez amusant parce qu'il y a une dichotomie entre, d'une part, j'exprime toutes ces valeurs immatérielles dans mon discours, mais je ne le vois pas. Je ne vois pas mon brevet, je ne vois pas mes marques, je ne vois pas mes savoir-faire, bref, je ne les vois pas dans les comptes. Il faut aussi prendre en compte que ça prend du temps. Ouais. Et les PME, elles sont... le dirigeant de PME, il a tellement de choses à faire et au four et au moulin en permanence. Et c'est vrai que ça prend du temps. L'expert comptable n'est pas toujours aidant. Et c'est vrai que dans les groupes, ou les ETI ou les grands groupes, il y a des gens dédiés à ça. Il y a des moyens pour valoriser ces actifs immatériels. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Et la deuxième chose qu'il y a à prendre en compte, si je peux me permettre dans les grands groupes, c'est toute l'avancée de la RSE. La responsabilité sociale et environnementale, elle a quand même fait avancer ses réflexions. Je ne dis pas qu'elle a réussi à répondre à tout, mais elle a fait avancer ses réflexions. Donc les gens ont l'habitude maintenant de sortir sur des critères extra-comptables. Alors que dans les PME, les critères extra-comptables, c'est pas évident de les discuter. D'accord ? Alors, maintenant, on va voir comment on mesure cette valeur immatérielle. Une fois qu'on a fait un petit paysage, on va voir comment on la mesure. Alors, premier point, je vais prendre l'exemple d'une marque, c'est relativement simple. Alors, comptablement, quand une marque est acquise, on la retrouve super facilement dans les bilans. Parce que comme on l'a acquise, elle a une valeur, donc on la met dedans, elle est terminée, elle a une valeur. Quand on développe une marque en interne, et Dieu sait que les PME développent des marques en interne, on ne la retrouve pas dans le bilan. Pourquoi ? Parce que, pour des tas de raisons comptables dans lesquelles je n'entrerai pas ici, on ne valorise pas une marque qu'on a développée en propre. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des holdings, on crée des machins pour vendre la marque avec des licences de marque, bref. Parce que la marque, dans certaines boîtes, c'est non seulement une valeur, mais c'est la seule vraie valeur. Donc, il faut qu'on trouve des moyens d'exprimer cette marque, d'exprimer la valeur de cette marque. Donc, il faut trouver, avec des experts comptables et des business mentors un peu emmerdants comme nous, la possibilité d'exprimer ça. Parce que nous, on n'est pas d'accord pour dire que, parce qu'une marque, on l'a créée, elle n'a pas de valeur. Quand il y a une boîte qui a 100 ans, je suis désolé, la marque, elle a une valeur. Quand il y a une boîte qui vend, par exemple, une boîte je pense à une boîte de jus de fruits, qui se vend dans tous des grands restaurants et dans tous les grands hôtels, ça a une valeur, parce que, je veux dire, c'est dans les grands restaurants, dans nos hôtels que ça va pas, j'ai rien contre Lidl, mais ça va pas dans du hard discount, il y a un travail sur la marque, d'accord ? Donc voilà, donc ce travail sur la marque, il faut savoir que c'est un travail qu'on ne fait pratiquement jamais en PME, et il faut aller le chercher, ce travail, parce qu'il se fait quelquefois contre les habitudes comptables de l'entreprise, d'accord ? Oui, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, les marques acquises sont valorisées, donc actifs incorporels, et les marques créées en interne, on a un mal fou à les valoriser et à les mettre au bilan. Donc il faut qu'on trouve des... Donc, quand on achète une société, on achète sa marque là, elle est valorisée, mais soi-même, sa propre marque... Ouais, on se demande. On a besoin de toi, Delphine. Alors... La logique du bilan immatériel, c'est quoi en fait ? C'est une logique qui ressemble à un bilan classique. C'est de dire, il y a tout un tas d'actifs immatériels, le management, le système d'information, la RSE, qu'on verra plus tard, d'accord ? Tous ces actifs, qui sont à l'actif, ils contribuent à un capital qui est le capital client.
Capital client, produit, marché. En gros, ça veut dire que tous ces actifs-là, ils permettent que le client soit fidèle, ils permettent que la marque soit pérenne et ils permettent que le marché me reconnaisse. D'accord ? Alors, c'est une vision qui est extrêmement amusante parce que c'est comme une vision comptable. Hein. Il y a des actifs et il y a des actifs d'un côté et du capital de l'autre. Et c'est cette vision-là qui s'est imposée petit à petit, puisque c'est une vision d'une comptabilité un peu, entre guillemets, classique, puisque d'un côté j'ai l'actif et de l'autre j'ai le capital. Et donc c'est vraiment et de cette vision-là, on tire un bilan immatériel, c'est-à-dire on prend tous les actifs et on prend, ils contribuent à la marque, le commercial, le client, etc. Alors ça ne veut pas dire que dans les actifs, que dans le capital client, je veux dire, il y a le client. Mais par exemple, on peut avoir un actif qui s'appelle la façon dont la direction commerciale est organisée. On peut avoir l'organisation de la direction commerciale, le fait qu'il y ait des directeurs commerciaux, le fait qu'on ait un outil de fidélisation. Ça, c'est dans les actifs. Ça contribue au niveau du capital à augmenter le capital client, mais c'est un actif. Il y a bien un directeur commercial, il y a bien des gens qui font du commercial, il y a bien des gens qui travaillent sur la marque, etc. etc. Donc on est d'accord qu'il y a bien des actifs, il y a bien un CRM, etc. Il y a donc des actifs qui contribuent à augmenter ce capital qui est le capital client. Et c'est dans cette logique-là, qui est une logique qui ressemble à une logique financière comptable, qu'on travaille sur le capital immatériel. Ça, c'est la première chose. On établit un bilan immatériel. Quels sont les actifs? Alors après, quels sont les actifs? Au début, en 95, on disait qu'il y en a 3, le capital humain, le capital client et le capital structure. On s'est aperçu que c'était bien, mais que c'était un peu léger. Donc on a évolué en 2006, et aujourd'hui, on peut dire que le thésaurus a posé 12 actifs immatériels de base. L'actif client, c'est évident. C'est-à-dire que comment je travaille mon client, est-ce que j'ai des structures, quel type de client est-ce que je suis saisonnier, pas saisonnier, est-ce que j'ai un outil de fidélisation, est-ce que je les connais, est-ce que j'ai du CRM, machin, etc. Le capital humain, bien sûr. Formation, savoir-faire, conservation du savoir-faire, bassin d'emploi. Je peux recruter, je ne peux pas recruter. C'est pas un petit capital, ça. Il y a des bassins d'emploi aujourd'hui, on ne peut plus recruter. Si vous avez, par exemple, on est travaillé avec une société qui fait des soudures de très 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 haut niveau. Aujourd'hui, vous ne recrutez pas en France en soudeur, quoi. Dans le bassin d'emploi de Lyon, autour de Saint-Étienne, aujourd'hui, vous ne trouvez pas de soudeur. Donc, je veux dire, le capital humain, ça pose un problème. Il faut les former. Bon. Organisation. C'est sûr que si je ne suis pas organisé, que c'est un franc bordel, que tout le monde s'occupe de tout, je veux dire, ça va poser donc, le capital organisation, c'est évident. Système d'information. C'est un capital qui est très important aujourd'hui, qui apparaît de plus en plus, parce qu'effectivement, alors, au-delà de l'usine 3.0 et de tous les fantasmes qu'on peut imaginer, moi je pense qu'aujourd'hui, le système d'information, il y a une vraie qualité de ce système, comment je travaille, qu'est-ce que je fais avec, à quoi il me sert, etc. Donc comment il contribue à ma valeur et à ma performance, ou est-ce qu'il ne contribue pas et que c'est plutôt une espèce de redondance de la tâche. D'accord ? Le savoir, ça il va falloir, on travaille beaucoup sur le savoir-faire. Quels sont vos savoir-faire ? Comment vous les, quels sont vos savoir-faire ? Comment vous les maîtrisez ? Comment ils sont écrits ? Comment vous les transmettez, etc. Donc les savoir-faire, comment vous les développez ? Les marques, on vient d'en parler, je ne resterai pas dessus. Les partenaires, aujourd'hui, une boîte ne bosse pas sans ses fournisseurs. Alors là, vraiment, quand on me dit les fournisseurs, je le prends, je le change, je fais ce que je veux, c'est-à-dire que vous êtes une fois sur deux avec un problème qualité. Donc, comment vous avez contractualisé le travail avec vos partenaires ? Qu'est-ce que vous faites avec vos partenaires ? Pourquoi c'est celui-là et pas un autre ? Est-ce que vous avez un plan de continuité si jamais le partenaire il se casse la figure ? Ce qui peut arriver. Je veux dire, donc comment ça se passe ? D'accord ? Exemple. Récemment, on est avec un très très grand, on travaille avec un très grand chocolatier français dans lequel son packaging a une importance extraordinaire et il a un fournisseur de packaging. Si jamais son fournisseur se casse la gueule, je peux vous dire que il vend plus un chocolat, quoi. Et voilà, donc il n'a pas sécurisé sa pro et il n'y a pas pensé. Et pourtant, c'est extrêmement important pour lui parce que ça fait tellement partie de sa marque. Parce que vous reconnaissez qui il est avec sa boîte. Donc, ça fait partie de sa marque. Pourquoi il n'a pas ? Parce que, simplement,
je passe des contrats, ils viennent, voilà, tu m'en fais tant, mais on n'a pas regardé si le bilan de ce client est suffisant pour qu'il puisse, dans les années qui viennent, continuer à fournir ça. Et ce client, par exemple, il a créé une couleur, mais il l'a pas protégée. C'est une couleur unique qui n'est pas dans les Pantones. C'est une couleur unique Pantone. qu'il a créée, qui n'est pas dans les Pantones, qu'il n'a pas protégée. protégé. Ferrari, il protège son rouge. Hein. Le rouge Ferrari, il n'y en a qu'un. Donc voilà, c'est des questions comme ça qu'il faut poser. C'est très... Les actionnaires. Alors les actionnaires dans la PME, c'est quoi? Alors dans la PME, c'est marrant parce que souvent on a des actionnaires familiaux. Et c'est pas simple. Il y a le grand frère qui bosse et le petit frère qui est derrière, vous savez, genre ski nautique, quoi. Je suis derrière et je fous pas grand chose, mais par contre, je demande les dividendes ou le salaire à la fin du mois. Je suis méchant parce que peut-être des fois c'est le petit frère, le grand frère. C'est le contraire. Mais les actionnaires, est-ce qu'ils sont prêts à remettre au pot quand il faut? Parce que c'est bien gentil d'être actionnaire, mais quelquefois il y a des. Est-ce qu'ils sont prêts à remettre au pot? Est-ce qu'on a une vraie logique d'actionnaire ou est-ce qu'on n'a pas de logique d'actionnaire? Exemple, on est avec une boîte qui a voulu avoir des actionnaires parmi ses cadres principaux. Mais le problème, c'est que les cadres principaux, ils ne se comportent pas en actionnaire quand ils sont au conseil d'administration. Ils se comportent en cadre. Mais quand on est actionnaire, on ne peut pas se comporter en cadre. Dirigeant, il faut changer de casquette. Parce qu'on n'est pas sur les mêmes logiques. Donc l'actionnariat là, c'est parti d'une bonne intention. On va donner des actions à tout le monde. Oui, mais le problème, c'est qu'on ralentit la dynamique du conseil d'administration, parce que les actionnaires sont aussi, là en l'occurrence, des employés, ils sont tellement collés qu'ils n'ont pas la même vision. Et donc on ralentit l'ensemble. Donc l'actionnariat, la capacité de l'actionnariat à projeter, c'est très important. Le sociétal. Alors le sociétal, c'est tout ce qui concerne, et pour les PME, c'est important, les rapports avec les pouvoirs publics, le préfet, le sous-préfet, l'ADRIR, qui sont des gens extraordinaires, hein, etc. Il faut quand même bien qu'on les connaisse, quoi, hein. Et beaucoup de PME oublient ça. Elles oublient qu'il faut connaître le maire, ça va, encore ça va, ils connaissent tous le maire. Mais après, alors le préfet, le sous-préfet, l'ADRIR, ça c'est moins sûr, d'accord. Donc ça c'est important. Le capital sociétal, dans quel environnement j'évolue. Le bassin d'emploi aussi, hein, je parlais tout à l'heure. Les associations professionnelles. Est-ce que j'y suis pas? Quand je veux vendre ma boîte, il faut que je sois dans une association professionnelle parce que, je veux dire, si j'y suis pas, je veux dire, globalement, personne ne me connaît. Ou du moins, est-ce que je vais ou pas dans des foires, par exemple? Est-ce que j'y suis pas, quoi, hein, c'est important. C'est une vraie stratégie. Et aujourd'hui, pour une PME, aller dans une foire ou dans une expo, c'est très important. Un salon, d'aller dans un salon, c'est important parce que c'est là qu'on va rencontrer ses fournisseurs, rencontrer ses clients, rencontrer ses concurrents et voir comment évolue le marché. Parce que le problème, c'est que la PME aujourd'hui, en termes de données, elle n'a pas les moyens de se payer un truc à 25 000 euros fait par un super cabinet avec 860 pages et 10 types au marketing qui vont se palucher chaque page. Donc il faut avoir la capacité à aller chercher de l'information. Ça se note aussi dans les actifs immatériels. C'est très important ça, parce que le marketing d'une PME, c'est pas le marketing d'une grosse boîte. Il faut que je sache où se situent mes concurrents, mais je n'ai pas les moyens d'acheter la monographie de le marché de la glace en 2019 en 192 pages et 892 annexes. C'est pas possible, je ne peux pas le faire. Et l'environnement, donc c'est une démarche environnementale qui fait partie des actifs immatériels, mais qui n'est pas la seule. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas focalisé sur l'environnement. L'environnement est un des 12. Ce n'est pas la seule logique. Et c'est très important de bien le savoir parce que pour nous aujourd'hui, on ne peut pas marcher sur trois jambes, quoi. Il y a bien l'ensemble, il faut regarder l'ensemble. L'environnement est certes extrêmement important, mais ça ne peut pas être la seule logique. Ouais. L'environnement, c'est aussi comment on est environné en 4G, en fibre. 4G, les utilités. Les utilities, ouais. On travaille beaucoup sur les utilities. Les PME françaises, les PME françaises sont souvent dans des zones
pas forcément évidentes. Donc si elles n'ont pas la 4G, qu'elles n'ont pas de fibre, etc., ben, il faut travailler dessus. Parce que c'est pas rien ça. Sur la valeur, c'est pas rien. Quand on met 1h30 pour envoyer un mail, c'est quand même avec des dessins, c'est quand même un peu embêtant. Donc je veux dire, ce travail-là, il faut travailler aussi dessus parce que ça rejoint ce que j'ai sur le sociétal. C'est là qu'on va aller chercher les gens en disant, bah, au maire, machin, il faut quand même faire quelque chose, etc. Et c'est très important ça. Et souvent, c'est oublié. Alors, je suis d'accord, on est très focalisé PME, mais c'est notre métier et c'est ce qui nous intéresse. Donc, on a vraiment développé cet outil-là pour ça. Hein, je veux dire. Mais n'hésitez pas, si vous êtes dans des grands groupes, ça peut aussi vous parler. Hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ça, c'est un truc complètement... en fait, une fois qu'on a vu d'une grande donnée, sociétale, commerciale, machin, on va avoir, comme vous le voyez là, les points forts et les points faibles. On va donc travailler, chaque actif va être valorisé par rapport à ses points forts et à ses points faibles. Là, par exemple, c'est un actif très important pour nous, qui est l'actif dirigeant. On oublie ça, mais c'est un actif immatériel vachement important, le dirigeant. Voilà, d'accord ? Par exemple, est-ce qu'ils se sont soutenus par son entourage ? Est-ce qu'on se pose la question de savoir si un dirigeant est soutenu par son entourage? On ne voit pas bien. Mais voilà, ça fait partie des questions qui vont valoriser l'entreprise. Si vous voyez, on se sent isolé, est investi dans la vie locale, équilibre en temps de présence. Donc tout ça, c'est en fait le capital dirigeant. L'actif, il y a un actif important qui est l'actif du dirigeant. On va l'interroger exactement comme on en interrogera les autres actifs. Et dans chaque actif, vous avez une analyse des points forts et des points faibles. Alors, après, il y a comment ça se passe. Évidemment, vous n'allez pas poser 280 questions à un mec, vous allez mettre dans un bureau et vous allez poser 280 questions, parce que le type, vous lui mettez 2 lumières, quelqu'un qui lui met un coup d'annuaire, et puis c'est parti. Bon, il va avoir l'impression d'être à la police. Donc, pour éviter ça, il faut, bien sûr, ça s'administre un questionnaire comme ça sur plusieurs jours, avec une certaine complicité. Et surtout, on va vérifier les choses. Parce que le problème, c'est qu'un dirigeant, souvent, il fantasme son entreprise. Il pense qu'elle est soit vachement moins bien que ce qu'elle est, il ne faut pas croire qu'il fantasme toujours qu'elle est géniale, il peut penser qu'elle est beaucoup moins bien que ce qu'elle est, ou il pense qu'elle est bien mieux que ce qu'elle est. Et l'avantage de valoriser les actifs immatériels, de dire voilà, ben vous vous situez plutôt là, c'est que ça donne une vision finalement relativement claire de tout ce qui contribue à sa performance, et donc... Mais il faut le vérifier. Et on fait pas, on va pas faire un questionnaire sur l'actif immatériel en de manière, policée, enfin de manière police plutôt, pas policée. Policée, on va essayer, mais pas comme un questionnaire de police. On va faire ça tranquillement. On va poser les questions, on va avancer, et effectivement, on va vérifier. On va vérifier systématiquement. Et c'est ça qui donne, c'est cette vérification qui est essentielle et qui donne toute la valeur. Du bilan immatériel. Et d'ailleurs, on va même plus loin, c'est-à-dire qu'on eurodate, entre guillemets, avec un dispositif de blockchain, notre bilan actif immatériel. Parce qu'il est bon à un temps donné. Il n'est peut-être pas plus bon, il n'est pas bon plus tard. Donc par exemple, quand on fait une fusion et que quelqu'un dit, ben, moi je vais racheter une boîte, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle vaut en termes d'actifs immatériels, on va figer le moment. C'est très important parce que c'est quelque chose qui bouge, c'est flou. Je disais que c'était gazeux tout à l'heure ou liquide, mais qu'est-ce qui bouge plus que le liquide ou le gazeux? Donc forcément, ces valeurs-là, elles évoluent. Donc il faut qu'on se mette bien d'accord, un, sur le fait que ce soit vrai, c'est-à-dire qu'on ait vérifié, et deux, que ce soit vrai à un temps donné, parce que l'entreprise, ça évolue. D'accord? Donc voilà l'outil Add Value. Alors, j'ai beaucoup parlé de la valeur immatérielle en PME. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, la valeur comptable de la PME, classiquement, c'est EBITDA multiplié par 5, 6 ou 7. Bon. EBITDA, EBE, enfin, peu importe. EBE, excédent brut d'exploitation. Voilà, multiplié par temps. En fait, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement l'EBITDA, parce que l'EBITDA, ça se calcule, le BE, ça se calcule, etc., c'est facile. Ce qui m'intéresse, c'est le multiple. Ce qu'il faut que je sois capable de justifier, c'est le multiple. Parce qu'entre 5 et 7, il y a une différence. Et qu'est-ce que c'est que le multiple, en fait? Le multiple, c'est si mon entreprise vaut tant, le multiple, c'est, plus exactement, le multiple, c'est l'indicateur du risque que je prends en achetant cette entreprise ou en ayant cette valeur.
En fait, si je suis à 5 ou à 3, par rapport à un marché qui est à... Si je suis à 3 par rapport à un marché qui est à 5, c'est que mon entreprise présente plus de risques qu'une entreprise qui est à 5. Si je suis à 7 dans un marché qui est à 5, c'est que si j'achète cette boîte, le risque est moindre que si je suis dans le marché. Donc, le travail sur les actifs immatériels que je vais faire, il ne va pas avoir pour but de donner un chiffre, il va nous donner un facteur de risque, un facteur de diminution du risque, et donc d'augmentation ou de justification du multiple. D'accord ? Deuxième idée, et c'est la deuxième grande idée, c'est que l'outil de la valeur immatérielle, c'est un outil de management. C'est-à-dire, c'est un outil de management. Voilà, on travaille sur des actifs, c'est un outil de management. OK ? Donc, alors, je ne vais pas revenir sur le chiffre clé de la PME en France, tout le monde les connaît, mais c'est juste pour vous... Quand on va descendre au niveau de la PME, qu'est-ce que ça veut dire l'actif immatériel ? Alors, la BPCE, les banques populaires caisse d'épargne, donc les bleus et les rouges, ils se sont mis ensemble, ils créent un indicateur qui est très intéressant sur la PME et les valeurs immatérielles en PME. Et cet indicateur, moi, je trouve très intéressant, outre le fait que on se refuse pas. J'étais en caisse d'épargne il y a quelques années, donc je les aime bien par définition, mais aussi parce que leur travail est intéressant, et on s'aperçoit quoi ? L'impact du capital immatériel sur la croissance du chiffre d'affaires. Et en fait, on note le capital immatériel. D'accord ? On ne donne pas un chiffre, on note. On est entre 0 et 2, entre 8 et 10, entre 18 et 20. D'accord ? Et on s'aperçoit que quand vous notez le capital immatériel, il y a un lien qui est fait par la BPCE, qui a énormément de données, entre deux choses, la croissance du chiffre d'affaires et votre indicateur de qualité du capital immatériel sur 20, et la croissance de votre marge et votre indicateur du capital immatériel. Ça veut donc dire que ce n'est pas si liquide et si gazeux que ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, si je gère le capital immatériel et si je travaille sur les actifs immatériels, j'obtiens du résultat d'exploitation. Et j'obtiens de la croissance du chiffre d'affaires. Alors vous allez me dire, mais c'est M. Jourdain, il fait de la prose sans savoir. Ouais, mais alors ça, je peux vous dire que c'est le grand argument de beaucoup de comptables qui vous disent, ouais, mais attendez, qu'est-ce qui me prouve que vos actifs immatériels, ils ont une valeur, puisque par définition, c'est une valeur future. Moi, je connais la valeur passée, mais je ne connais pas la valeur future. Donc, si vous voulez, ce travail de la BPCE qu'on regarde toutes les années avec délectation, il ne fait que, je dirais, conforter notre croyance qui est que le capital immatériel, c'est aussi un outil de management qui améliore la performance. En particulier en PME. Donc, alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Soyons clairs, on a un outil. Ça, c'est un outil qui est un outil qu'on a développé, mais il y a des tas d'autres outils. En fait, on va essayer de... Vous voyez, vous avez un certain nombre d'actifs immatériels qu'on a analysés. Il y a des actifs immatériels qui contribuent fortement à la performance. Donc là, c'est une boîte qui a un vrai souci, parce qu'elle a des actifs donc prioritaires. Enfin bon, on ne vous a pas donné d'exemple réel parce que pour des problèmes de confidentialité, on ne peut pas. On signe des accords de confidentialité, donc par définition, on ne peut pas vous donner des exemples. Mais en gros, on va d'abord essayer de voir dans quelle classe d'actifs l'entreprise doit s'améliorer, quels sont ses points forts sur la classe d'actifs, ses points faibles, là où elle doit se maintenir et là où elle doit s'améliorer. Comme une matrice classique. Une matrice. Après, on va prendre chacun des actifs et on va voir quel est le pourcentage de l'atteinte de la performance maximum par rapport à cet actif. Là, on a pris l'actif client. Alors c'est l'actif client, y a de la volonté, il y a pas mal de choses, mais la réalité derrière, c'est que j'ai pas de contrat avec les clients, j'analyse pas le portefeuille, etc. Par contre, je mesure la satisfaction. Donc, je vais noter, entre guillemets, la façon dont je gère mon client par rapport aux actions que je mène. D'accord ? Et ça va me donner, là, en l'occurrence, 14,8%. C'est un exemple. C'est un exemple, peu importe. Voilà, c'est un exemple qui n'est pas très bon, mais il y a des exemples à 80%, ça dépend. Alors, il y a des boîtes qui sont à 80 sur des indicateurs et à 5 sur d'autres. Parce que le patron, c'est un super commercial, il a vachement travaillé là-dessus.
Et puis sur sa production ou sur ses savoir-faire, il est un peu plus bancal. Voilà, donc c'est juste un exemple. Hein, c'est pas, le but, c'est pas de dire donc on va prendre tous les actifs et on va travailler sur tous les actifs. Et on va détailler chacun des actifs. Est-ce que par exemple, vous avez noté combien vous avez est-ce que vous calculez votre fidélité client, est-ce que vous mesurez votre coût d'acquisition, etc. Et donc ça va se calculer tout ça. Et ça va vous donner un positionnement relatif par rapport à l'ex-client. Ce positionnement relatif, c'est simplement, ça vous donne une sécurité ou une faiblesse par rapport à la gestion du client. C'est finalement assez simple. Et derrière, ça donne une note globale. Est-ce que je dois me renforcer? Est-ce que est-ce que je suis vraiment complètement out? C'est ce qui est gris. Bon, il n'y en a pas eu. Est-ce que je dois me renforcer? Est-ce que je peux m'améliorer? Ou est-ce que je suis vraiment dans quelque chose où je le maîtrise? Est-ce que certains d'entre vous ont fait le test sur le site avant de venir? Non, pas encore. Okay. Bon, ceux Parce qui que font le mini-test sur notre site, il y a 26 questions et voilà, et ça donne ce résultat-là. Au moins une première approche. C'est juste, il a pour but de maîtriser votre appétence, entre guillemets, aux actifs immatériels. Donc ça, c'est... Alors après, on a une valorisation comptable qui est juste liée à l'EBITDA tel qu'on le voit. Sa valorisation comptable et l'EBITDA, et on travaille sur la valorisation comptable avec les actifs immatériels. On s'aperçoit qu'on passe de 300 000 à 500 000, parce que sinon c'est des minimaux. Donc il y a bien une valeur quand même. Alors ce travail-là, il est fait par un algorithme qui va comparer en fait la moyenne des valeurs qu'on peut avoir avant et après le travail sur l'actif immatériel. Et enfin, la dernière chose sur laquelle je voudrais venir, c'est une fois qu'on a cet outil d'actif immatériel et qu'on mesure ces actifs immatériels, à quoi ça sert? Parce que c'est bien beau, on a un rapport, il y a 50 pages, ouais super, on a un rapport, génial. La question c'est, en fait, l'idée c'est que cet outil va être une aide à la priorisation des projets. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si je n'ai pas travaillé sur ma marque, si je n'ai pas travaillé sur ma savoir-faire et que le savoir-faire est important dans mon métier, etc., ça va m'aider à prioriser le projet et à m'améliorer, bien sûr, et à donner des indicateurs sur les projets que je réalise. Donc, si vous voulez, l'actif immatériel, ce n'est pas juste un pointé à l'instant T, ce n'est pas une photo. L'idée, c'est que ce soit un film. Et pourquoi ça doit être un film? Et on va revenir sur le pourquoi de tout ça. Pourquoi ça doit être un film? Parce qu'effectivement, le bilan et le compte de résultat, c'est une photo à un instant T. Qu'est-ce qui fait le film? En fait, c'est ma façon de gérer mon immatériel tout le long de la vie de mon entreprise. C'est pour ça que c'est un outil qui a le mérite d'exister, qu'on va avoir, je dirais, de manière, périodique, mais c'est surtout un outil d'amélioration permanente. Donc en fait, de quoi s'aperçoit-on quand on travaille là-dessus? La première chose, c'est vrai qu'on a une valorisation financière. Faut être clair, on a une valorisation financière. Vous la voyez théoriquement, mais je peux vous dire, dans l'expérience, vous avez une valorisation financière. Il est évident que quand vous savez, c'est l'histoire de la baignoire qui se vide là, et qui se remplit en même temps que quand on était petit, là, les baignoires qui se remplissaient, qui se vidaient. Enfin, vous avez dû être très bon là-dedans. Moi, j'étais nul, mais peu importe. Je veux dire, si on met une bonde sur la baignoire pour qu'elle évite de se vider, c'est quand même relativement simple. C'est ça un peu l'actif immatériel. En gros, si j'ai un comité de direction qui fonctionne et qui fonctionne bien et qui a un certain... Si j'ai un management de mes ressources, forcément, je vais à un moment... je vais enlever ce qui coule. Quoi. Dans la bonde, je vais la fermer. Donc ça va forcément, la valeur va augmenter. Et on le mesure quand ça? On le mesure au moment des cessions et au moment des fusions et acquisitions. Dans 80% des cas, quand on travaille avec des boîtes dans les fusions et acquisitions, on s'aperçoit que l'actif immatériel a une vraie valeur parce que finalement, les patrons, c'est de ça qu'ils parlent. Le prix... la valeur, enfin le coût d'une entreprise, c'est le prix que les gens sont capables de fixer. Ouais, c'est la valeur. D'accord? C'est la valeur de la boîte. Et la valeur de marché, c'est dans les discussions sur et comment tu fais ça, et comment tu fais ça, et comment tu fais ça. Je parle en PME. Hein. Je ne suis pas un raider sur le CAC 40, je travaille qu'en PME. Mais par contre, quand on travaille sur les fusions de PME, on travaille beaucoup sur les fusions de PME, les questions opérationnelles prennent très très vite le pas sur les questions financières. Donc les questions d'actifs immatériels.
Et quand je réponds à mes questions opérationnelles, par définition, je réduis mon risque, donc je monte ma valeur. D'accord ? Ça, c'est vraiment un point important. Et bien sûr, la deuxième chose, c'est une plus-value qualitative, puisque comme j'ai travaillé sur des outils qui sont immatériels, je vais avoir une boîte plus fluide, plus productive, et donc, voilà. Mon but, c'était pas de vous convaincre que c'était important, j'en suis convaincu, donc voilà, j'espère que vous l'avez compris. Le but, c'était vraiment de vous donner, de vous sensibiliser. Si vous devez retenir 3 choses de cette petite conférence, c'est 1, lisez le bouquin sur les actifs immatériels, il est vraiment très intéressant. 2, n'hésitez pas à travailler dessus. Et n'hésitez pas, quand vous avez des entreprises, à poser des questions sur mes actifs immatériels, à aller plus loin. Et 3e point, participer, je veux dire, au mouvement autour de tout ça aujourd'hui. Il y a un mouvement autour des actifs immatériels qui existe. On a vu qu'il y avait le ministère des Finances, il y a des tas de gens qui réfléchissent à ça, nous aussi. Je veux dire, n'hésitez pas à rentrer dans le mouvement, parce que c'est ça qui fera changer les comportements. Il y a autre chose que simplement un pur problème personnel et d'entreprise, il y a aussi un problème sociétal global, et rentrer dans ce système pour aider l'ensemble de la communauté, des dirigeants à se poser ces problèmes-là et à aller. Merci. Est-ce que cette méthode pourrait être appliquée à une coopérative ? Alors, oui, absolument. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé en coopérative agricole il y a quelques années. C'est un univers que je connais bien, dans lequel, non pas le management, mais la partie, je dirais, gouvernance est extrêmement importante. Et dans les actifs immatériels, la gouvernance d'une coopérative est extrêmement importante. C'est-à-dire que la façon dont la gouvernance de la coopérative fonctionne permet d'améliorer ou pas la performance de cette coopérative. Alors, j'ai travaillé il y a quelques années, alors maintenant ça ne s'appelle plus comme ça s'appelait la COP de Pau, et maintenant c'est Euralis, enfin je ne sais plus si ça s'appelle Euralis, ça a changé tellement de nom les coopératives. Mais effectivement, à l'époque où ils ont commencé les semences, etc., la gouvernance était une gouvernance particulièrement importante, avec des gens qui avaient envie d'avancer, etc. Et j'avoue qu'à l'époque, on ne parlait pas d'actifs immatériels, parce que moi j'ai sorti de Sciences Po en 86, donc vous imaginez, il y a longtemps. Mais on le ressentait, quoi. On le ressentait dans la coopérative. Il y avait envie d'avancer. Donc oui, bien sûr, cette méthode est appliquée à la coopérative. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'autres questions. Très technique. Quel est le lien possible avec la comptabilité triple ? Alors, on est en train de travailler dessus avec un cabinet comptable. Bon, il faudra qu'on rentre dans le détail parce que là, c'est vraiment très technique, mais on travaille avec un cabinet comptable sur ces problèmes-là. On travaille avec une cabinet qui s'appelle Nexinso, que tout le monde connaît. Donc, on est travaillé avec eux sur le business mentoring et sur les actifs immatériels. Mais ça, je peux peut-être y répondre en dehors parce que c'est assez technique. Donc, je vous donnerai mon mail et je vous répondrai par écrit. Vous avez des questions ? Alors, la question, c'est quelle est la compta triple ? Alors, je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que c'est un peu compliqué. Ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit mail pour vous expliquer un peu en quoi ça rentre dans la compta triple, etc. Je vous expliquerai ce genre de choses. Attends, il faut peut-être le micro. Ouais. Oui, je voudrais juste revenir sur la façon dont vous quantifiez l'actif immatériel. Tu peux recommencer. La question, est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur la façon dont vous quantifiez, évaluez l'actif immatériel? Par exemple, un comité de direction qui fonctionne bien, comment est-ce que vous mettez une note? Comment est-ce que vous quantifiez ça? Alors déjà, il faut qu'il existe. Donc, premier point. Deuxième point, effectivement, on va vérifier qu'il fonctionne à travers trois points de vérification. Est-ce qu'il existe des points ou des comptes rendus ou des choses qui sortent de ce comité de direction? En gros, est-ce que c'est juste un aimable salon long cause? Et est-ce qu'on discute que de la couleur du papier Pas. Je peux vous dire que déjà, est-ce qu'il existe matériellement une preuve? Parce qu'on va être beaucoup sur le matériel, la preuve matérielle. De quoi il discute? Deuxième point, de quoi il discute. Deuxième point, une fois qu'on dit de quoi est-ce qu'il existe, de quoi il discute, et après, quelles sont les décisions et comment est le système de décision à la sortie du comité de direction. Parce que le problème du comité de direction, surtout en PME, c'est la décision. C'est-à-dire, quels sont les lieux de la décision? Est-ce que c'est le comité de direction? Est-ce que c'est le patron tout seul avec son frère ou sa sœur en bagnole
truc, ou au dîner du dimanche, ou est-ce qu'il n'y a pas de décision. Et là, c'est complètement gazeux. C'est-à-dire, à la limite, on a décidé un truc, mais comme la boîte, ça fait 25 ans qu'elle fonctionne comme ça, elle continue à fonctionner comme ça. Donc, si vous voulez, c'est à la fois, on va poser 3 types de questions. Une question sur son existence, une question sur son existence matérielle, compte rendu, une question sur les sujets qui y sont abordés, et une question sur, et ça c'est ton domaine de prédilection, sur la façon dont la décision est prise. Et c'est vachement important. Parce qu'il y a des décisions qui remontent au comité de direction qui ne devraient pas monter au comité de direction. On travaille avec une boîte agroalimentaire hyper intéressante avec un patron super, qui est un mec extraordinaire sur le développement. C'est un type qui est une référence dans son métier, un génie du développement. Le problème, c'est qu'il lui remonte tellement de problèmes sur la discussion avec la centrale X, sur le problème de production machin, le truc, que le gars, il n'est plus du tout dans ce qu'il sait faire. Donc en fait, je veux dire, vous avez un... Alors moi je joue beaucoup au rugby, vous avez un numéro 10 exceptionnel, un Ntamak, et vous le faites jouer... dans une place qui n'est pas la sienne. Vous faites jouer pilier, à la tête dedans. Donc en fait, vous avez un type exceptionnel et vous ne l'utilisez pas, en réalité. Pourquoi ? Parce que toutes les décisions, elles remontent au comité de direction parce qu'il n'a pas mis en place tout simplement un système de délégation, un bon système de délégation. Et donc ça vous donne vraiment une valeur immatérielle. Et ça, vous allez le mesurer, ça vous donne 0, 1, 2, 3 ou 4. Enfin, pardon. Et alors comment vous mettez 5 Alors, mais jamais 5. Comment est-ce que vous mettez On discute avec la personne. Alors, le système de notation, c'est jamais... Alors, c'est vrai. C'est jamais une seule personne. Le système de notation est aussi important que la note. D'accord ? C'est-à-dire que vous n'allez pas faire le prof qui met la note en rouge et puis qui va se cacher. Non, pas du tout. Le système de notation, c'est aussi la façon de mesurer le système de valeur de la boîte. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre 2 ou 3 personnes, une personne clé de la boîte, et on va discuter avec elles, une fois qu'on aura vu que ça marche, etc., sur comment vous notez. Est-ce que vous noteriez 1, 2, 3, 4, enfin, c'est pas exactement comme ça, mais est-ce que c'est en cours, on va noter en groupe, et on va s'améliorer en groupe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une seule... La façon dont on note est vachement importante. Enfin, je sais pas comment... Le processus de notation donne déjà une indication sur la façon dont on aborde l'actif immatériel. Parce que les gens, est-ce qu'il y a une grille ? Oui, il y a une grille, bien sûr. Ouais, il y a une grille. Quand telle réalisation... Alors, il y a une grille. On va chercher des preuves, oui. Nous, on va chercher des preuves et on va dire, voilà, nous, on vous propose de mettre ça. Mais il y a des gens qui vont vous dire, non, nous, on n'est pas à 4, on est à 3, parce que là, on devrait faire ça. Ou il y a des gens qui vous disent, non, on n'est pas à 2, on est à 4, parce que nous, on est persuadés que c'est bon. Et ce qui est très... Ce que je trouve intéressant, c'est que la grille bouge. Ah oui. Les gens font bouger leur grille. Ah, bien sûr. C'est ça que je comprends. Sinon, c'est pas un outil de management. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que le dialogue autour de la notation de l'actif immatériel lui-même a de la valeur. Parce qu'il y a justement une prise de conscience, un dialogue entre les personnes. Ah bon, pourquoi tu penses ça ? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'on avait telle information, qu'on avait fait ça avant, mais oui, mais il y a cette lacune. Enfin voilà. Donc et après, on arrive sur une note consensuelle. Mais l'important, c'est pas la note elle-même, comme dit Jean-Michel, c'est pas la valeur absolue, c'est primo, ce dialogue autour de ça. Et après, qu'est-ce qu'on fait pour faire évoluer la note ? Alors, juste un commentaire. Mais en fait, c'est des repères, on est en train d'instituer des repères pour s'améliorer et pour pouvoir mesurer les progrès. Mais du coup, vous instaurez, parce que moi j'étais sensible à la notion de film, vous instaurez des indicateurs de performance que les gens s'approprient et qu'ils utilisent régulièrement après le départ. Ah, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous voulez, pourquoi est-ce que l'outil il est sur Internet ? Parce que les premiers, on va les faire nous, avec les gens, et après on leur donne l'outil, ils vont sur le net, ils se débrouillent. Et de temps en temps, ils disent venez un peu parce qu'on commence à diverger. Mais c'est pas La première fois, on fait avec eux. La première fois, on fait avec eux, on leur donne l'outil, après ils vont sur le net, ils font leur propre évaluation, quoi. Ce qui est bien, c'est de la faire une fois par an. Voilà, à peu près une fois par an. C'est quand même du travail. C'est du boulot, mais il faut qu'ils aient l'outil, quoi. On leur donne. Il faut qu'ils payent quand même, hein. Je veux dire, on n'est pas... Mais ils payent une redevance, quoi, et ils ont l'outil. Et ils peuvent travailler, on n'est pas une fondation. Un gros dirigeant, c'est vachement bien, il faudrait qu'on fasse un truc comme ça. Mais en fait, on fait payer effectivement l'utilisation de l'outil. Et les gens travaillent eux-mêmes. Une fois qu'ils ont eu la méthode, c'est bien qu'ils le fassent eux-mêmes. Parce que c'est un instrument de dialogue.
Et qu'est-ce qu'il y a de plus important qu'un instrument de dialogue? On code de l'incertain. Très bien. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. J'en ai une. Par rapport en fait à ce que vous décrivez donc sur cette valorisation et par rapport en fait au travail que peuvent faire des cabinets qui s'occupent de fusion-acquisition, ce que je ressens, c'est que vous êtes un peu plus sur de l'accompagnement et pas uniquement sur la photo figée, je valorise, mais j'interviens soit un peu plus en amont, soit après, dans cette histoire de film. Exactement. Alors la fusion-acquisition, en fait, dans la fusion-acquisition, on fait souvent trois choses. On fait une valorisation comptable, on fait une valorisation juridique. En gros, quel est le risque? Le risque est juridique, alors soit qu'il y a plusieurs d'audit juridique, et puis il y a une audit comptable qui est fait. Et puis il y a des gens dans les boîtes de fusac, ou plutôt dans les fonds, qui sont des spécialistes du secteur. Et ils sont super bons, ils connaissent bien le secteur, donc ils savent répondre à un certain nombre de questions. Et puis, ils investissent sur le bonhomme. Ils disent, ce bonhomme-là, j'y crois, j'y vais. En gros, si je caricature affreusement ce qu'ils font, c'est 4 points. Quoi? Vous êtes bonne femme. Il faudra que vraiment, excuse-moi, je ne suis pas une génération. Pour moi, le bonhomme, c'est les deux, avec des petits cheveux. Donc voilà. Donc ils investissent sur la personne. Et donc, ça c'est ce qu'ils font. Par contre, il manque d'instruments de ce type-là aujourd'hui pour aller plus loin. Je pense que certains en ont, certains s'en servent, mais il manque encore, je pense, enfin ça c'est mon avis, je pense qu'on met beaucoup d'emphase, beaucoup d'argent sur les risques juridiques, comptables, etc. Et qu'en fait, sur les risques opérationnels qui sont liés aux actifs immatériels, je pense qu'on met moins d'argent et c'est pas forcément une bonne idée. Enfin, c'est comme ça que je ressens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment vous bossez avec les experts? Attends. Comment vous travaillez avec les experts? Vachement bien. Non, vachement bien, parce qu'en fait, alors, les experts comptables, il y a deux sortes. Il y a l'expert comptable qui va protéger son client. Par protéger, il protège son revenu chez le client. D'accord? C'est-à-dire, en fait, il va empêcher que quelqu'un puisse intervenir dans le rapport fusionnel ou de confiance qu'il a avec le patron. Alors ça, c'est... Il y en a de moins en moins, mais il y en a quand même quelques-uns. Et ceux-là, dès que vous parlez d'autre chose, vous vous faites tirer dessus, quoi. Donc voilà, ceux-là, c'est... Voilà. Et la deuxième chose, c'est que vous avez des gens, et il y en a de plus en plus, et nous, on travaille avec des experts comptables qui se posent la question, de se dire comment on peut intégrer cette variable. Et dans ce cas-là, ça se passe très bien, parce qu'en limite, eux-mêmes s'intéressent à ce genre de méthode. Oui, dans un rôle plus de conseil. Dans un rôle de conseil. Il est clair aujourd'hui que l'expert comptable est un carrefour très important. D'un côté, en dessous, entre guillemets, il est challengé par des systèmes automatiques. De plus en plus aujourd'hui. Demain, les factures seront dématérialisées. Moi, le calcul de la TVA, je vois très bien l'État s'en occuper, hein, comme il s'occupait de notre revenu. Hein. Ouais, c'est pas compliqué. Hein. Facture fournisseur, facture client, pof, TVA. C'est pas compliqué. Donc, je ne vois pas pourquoi ce métier-là est très challengé d'un côté par l'informatique. De l'autre côté, il est managé par la loi Pacte, puisque de moins en moins, on a besoin Donc, s'il ne fait pas un pas vers le conseil, et s'il n'élargit pas son offre, et notamment en s'intéressant à ce genre de choses, c'est debout les crabes, la mer monte. Hein. Il ne va plus avoir beaucoup de place. Hein. Donc, il a intérêt à aller vers le conseil et à aller vers ce genre de choses. Donc, je pense que les cabinets d'experts comptables avec lesquels on peut travailler aujourd'hui se posent cette question. On n'a pas vraiment de problème avec eux. Ça ne veut pas dire que dans certaines PME, on n'a pas un comptable qui est ancien modèle, qui verrouille tout et qui passe pas. Bon, dans ce cas-là, tant pis, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne rentre pas. En fait, ils ont un gros avantage, ils ont un capital confiance énorme de la part de leurs clients et ils ont un gros désavantage, c'est qu'ils regardent toujours le passé. Voilà. Donc nous, on est en train de travailler avec certains pour les transformer. Et ils ont un prisme fiscal extrêmement important. Enfin, moi, c'est important, la fiscalité, hein. Mais attention quand même, quoi. Je veux dire, ok, la fiscalité, c'est bien, ça pique quand, je sais que ça pique quand on paye des impôts, ça fait pas plaisir, mais le prisme fiscal, c'est pas le seul prisme d'une décision d'entreprise. Je parle de la PME là, attention, je parle pas des grands groupes sur lesquels ces problèmes-là sont gérés depuis des années. Mais sur la PME, c'est pas encore sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Est-ce que vous avez en fait déjà des exemples concrets d'une entreprise donc cédée qui était valorisée comptablement d'une certaine manière et après votre intervention, la valorisation a été plus importante? On a des exemples de prix effectivement qui ont évolué. Alors pourquoi le prix évolue? C'est une vraie question. Le prix évolue parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une comparaison entre la cible, entre guillemets, et l'acquéreur. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, si l'acquéreur s'aperçoit que par l'analyse des actifs matériels de la cible ou sa propre analyse d'actifs matériels chez lui, il a un intérêt supérieur, il est prêt à mettre plus cher que ce qu'il avait mis initialement. Et le contraire. Pourquoi? Parce que cet outil-là permet quand même de superposer des points forts et des points faibles. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Je parlais des savoir-faire tout à l'heure, mais je peux aussi parler des marques. Souvent, ça joue beaucoup la marque que je vais acquérir ou pas. Par exemple, on travaille avec une boîte qui fait de l'infogérance, qui veut racheter une autre société. Cette boîte, elle est très forte commercialement, marketing, etc. Elle est un peu moins forte, je crois que c'est en production. Un peu moins forte en production. Donc en rachetant une boîte qui est vachement bonne en production, qu'elle a analysée en travaillant sur l'actif matériel, elle renforce l'ensemble du groupe. Et elle fait vraiment 1 plus 1. Parce que moi, des boîtes qui ont fait 1 plus 1 égale 2, j'en connais pas beaucoup. Et des 1 plus 1 égale 3, j'ai travaillé dans un groupe où on m'avait dit que 1 plus 1 ça ferait 3. Moi, j'ai jamais compris comment ça pouvait faire 3. Et effectivement, ça n'a pas fait 3. Quand j'ai vu la valeur des entreprises aujourd'hui. Déjà, si 1 plus 1 égale 2, c'est bien. Mais déjà, si 1 plus 1 égale 2, c'est bien. Et ce que ça sécurise, c'est ça. Ça sécurise le prix comme ça. Par le fait que on voit les synergies. Et on sait que c'est celle-là et pas celle-là. Et ça sécurise le prix. D'autres questions? Vous avez prononcé le nom magique RSE à plusieurs reprises. À quel actif dans les 12 vous le rattachez? Parce que vous parlez d'environnement à un moment. Il y a environnement humain. Et qu'est-ce que vous prenez en compte dans votre évaluation? Alors, on prend humain, politique, on prend les critères classiques de la RSE en humain. On prend il y a 3 endroits où ça se trouve. Il y a l'endroit management. Dans la partie management, on va retrouver des critères RSE. Par exemple, la place des femmes, par exemple, un certain nombre de choses qu'on va retrouver dans le management. Après, on va retrouver des critères environnementaux dans l'environnement, assez classique. Et on va trouver des critères dans humain, comme par exemple la formation pro, la formation professionnelle, les savoir-faire. Alors je ne les ai pas tous dans la tête, il faudrait que je mette. Il y a dans le sociétal aussi. Dans le sociétal aussi, il y a pas mal de. Voilà. Comment l'entreprise est insérée, dans son tissu, dans régional, son milieu, etc. Ils sont dispatchés. Oui, en fait, c'est dispatché. On n'a pas les critères RSE. Enfin, on prend des critères RSE à l'intérieur du système, mais ils sont répartis dans plusieurs actifs. Voilà. Parce que on n'a pas les obligations comptables des boîtes qui sont cotées, qui font de la RSE avec une cotation qui leur est un peu imposée par des boîtes de cotation externe. D'accord ? Moi, j'ai travaillé là-dessus il y a quelques années, je trouve ça très très intéressant. Mais clairement, nous on s'en inspire. Oui, c'est nécessaire et insuffisant. Et c'est nécessaire, mais pour nous, c'est insuffisant. Par exemple, le process de décision, pour moi, en PME, c'est essentiel. Et les savoir-faire, c'est essentiel. Il y a plein de choses qui sont essentielles, qui ne sont pas à l'intérieur. C'est pour ça que c'est un peu différent. D'autres questions? Laurent? Assez basiquement, quand est-ce que l'on doit faire ce type d'analyse et de bilan quand on est patron d'une PME ou d'une ETI? Tout le temps. Quand est-ce que ça présente plus de valeur ou d'éléments différenciants? Alors, je ne peux pas répondre quand est-ce qu'on doit le faire, je peux répondre quand est-ce qu'on le fait. Déjà, je vais pas, parce qu'à la limite, c'est difficile. Quand est-ce que ça représente plus de valeur ajoutée pour Alors, ça représente de la valeur ajoutée quand on fait du développement, quand on veut se lancer en un développement quelconque. Je prends un exemple clair, développement international. Ces genres de trucs, c'est la tarte à la crème, ça. Sauf que quelquefois, on n'a pas les structures pour le faire.
Et je veux dire, si vous voyez un rapport BPI, vous sortez un rapport BPI, mais allez à l'international, monsieur. Ouais, mais sauf que je parle pas anglais, j'ai pas de structure, mon banquier, il m'en a jamais parlé. Voilà, donc c'est bien d'aller à l'international, mais il faut quand même faire un peu attention, quoi. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Mais je dis simplement que Pas quand vous toujours avez le faire. quand vous avez il faut le faire en maîtrisant les atouts qu'on a pour le faire. Et donc, quand on fait du développement, quand on se lance dans une démarche de développement, soit interne forte, hein, c'est-à-dire par exemple une nouvelle ligne de produits, internationale, etc., c'est bien de le faire parce que ça permet de voir si la boîte, elle ne va pas vaciller sous le choc. Mm. Parce qu'on oublie ça. Mais la PME, ça peut vaciller sous le choc du développement, hein. Moi, j'en ai vu. Hein. Et à commencer par une que j'ai gérée et qui a vacillé sous le choc du développement. Alors, bon, donc ça arrive. Il faut faire attention, ça. Le développement, c'est à la fois vachement bien, et puis voilà. Donc ça permet de savoir quelles sont ses forces, ses faiblesses, et bien maîtriser si je peux ou si je peux pas, et à quel Si la base est momentum, solide. surtout à quel moment je peux me lancer. Mm. Donc ça, c'est le développement. Deuxième point, bien sûr, fusion, acquisition, cession, Cession. etc. Transmission. Transmission, c'est un point important. Et puis, recherche de financement. C'est-à-dire que quand je vais faire entrer un fonds à mon capital, et que j'ai fait ça, vraiment, quand vous arrivez sur le fonds, vous sortez un bilan de vos actifs immatériels, avec le petit tampon certifié, telle date, machin, etc., My Copy Proof, bidule et tout, et que vous posez ça, le gars, je veux dire, Ça fait la différence. ça fait quand même un peu la différence, quoi. C'est-à-dire que ces questions, monsieur, que vous allez me poser, je me les suis déjà posées. Je ne dis pas que j'ai toutes les réponses, mais je me les suis déjà posées. Donc ça a de la force. Et ça permet d'aller un peu plus loin dans la discussion avec le fond. Ça veut dire, en face de moi, j'ai quelqu'un qui comprend ce que je recherche. Et ça permet d'avoir un dialogue, qui n'est pas qu'un dialogue de pouvoir avec le fond, qui est un dialogue de qu'est-ce que je vais faire avec vous pour améliorer tel ou tel type de choses. C'est assez fort. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup là-dessus et de plus en plus sur les financements avec le rapport. Voilà. Peut-être dernière question pour moi. On a parlé de vous avez parlé de clients. J'ai cru comprendre que vous les positionnez dans les actifs, mais en même temps comme étant un capital. Alors, c'est pas simple aujourd'hui, théoriquement. C'est-à-dire que le client, la façon dont on gère, c'est un actif. D'accord ? C'est-à-dire que c'est tout ce qui contribue à obtenir le capital client. C'est-à-dire que la marque, la façon dont je gère commercialement, enfin tout ce qui est actif dans cette partie-là, c'est le comment je fais. Enfin, si je devais résumer, c'est les questions sur le comment. Et ça donne un résultat qui est le positionnement par rapport au client, à la marque, etc. D'accord ? Donc si vous voulez, dans actif, c'est vraiment actif, au sens où qu'est-ce que je fais ? Et ça donne un résultat qui n'est pas passif, en l'occurrence, mais qui est le client, la marque, etc. C'est dans cette logique-là qu'on se positionne, même si elle a un côté artificiel que je ne nie pas. Mais là, justement, on est en recherche de trouver des termes meilleurs que cela. Mais comme les gens ils ont l'habitude de parler de ça, on fait comme ça. Mais bon. L'actif client, c'est aussi comment sont répartis mes clients. Si j'ai par un exemple. client et 90% de mon chiffre d'affaires sur un client, ça aussi, ça mesure l'actif. Exact. C'est une des questions. Merci. D'autres questions ? Il y a des questions. La notion de territoire n'existe pas en fait dans les actifs. Je dis la notion de territoire n'existe pas dans les actifs Territoire. matériels en fait. Territoire, Territoires régionaux quoi. c'est dans Si. l'environnement. Environnement, C'est c'est dans ça. l'environnement, d'accord, Ouais, mais c'est c'est ça. pas exprimé tel quel quoi, parce que la France est un pays Ah oui, le territoire au sens etc. attractivité. Donc on valorise. Si, on valorise l'attractivité du territoire. Et d'un autre côté, c'est un pays centralisé. C'est vrai. Où on délaisse les territoires un peu économiquement. Et je trouve que ça apparaît pas en fait forcément très clairement cette notion-là qui peut être à la fois Positive, valorisante et. Ouais. Alors, on a une question sur l'attractivité du territoire, mais au sens... alors, on a une question sur l'environnement. Par exemple, la force de travail. Est-ce qu'on trouve des gens pas loin, quoi ? C'est une question, ça. Bassin d'emploi. On a une question sur le bassin d'emploi, par exemple, parce qu'il y a des bassins d'emploi qui sont sinistrés en termes de compétences. Oui, puis il y en a d'autres qui sont en en plein emploi, comme plein je pense emploi, à la Vendée, par la exemple. Vendée, ils ouais. arrivent, Et qui ou sont le en- Cotentin aussi, ils n'arrivent pas à trouver. Et qui sont en guerre de Collaborateurs. recherche de compétences. Voilà. Bien. Merci. Très bien.
Merci Il y a pas beaucoup. d'autres Il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie. Alors, pour ceux qui sont parisiens, je vais un petit livre aussi pour les autres. Vous pouvez le télécharger. Vous pouvez aller